the younger kid. Born and raised in LA. Inglewood, I'm going to be exact. This album originally started growing up in these areas. I was like, oh shit, no one knows anything about Monk from the hood at 17. Folks are like, oh, he's from the suburbs. No, man, I was down the street here. I don't mirror what they expect, so. But we love you, the album has turned into me taking a bunch of shit my mom told me as a kid. Now that I'm 33, all of that stuff is like, oh, that's what the fuck she was talking about. Oh, I'm not the guy that I was at 20. Like, oh shit. People are getting older. Folks having kids, families, and all I got is a new Ferrari. And it does feel kind of weird. Wait, I got a gray hair on my chest. Life is life, and I don't know, I just wanted to kind of just write about stuff that I think about when I'm dolo, and I'm happy that y'all got to experience it in my hometown, so thank you. On pourra dire tout ce qu'on veut, mais plus le temps passe, plus l'album Mr. Moral et Big Stepper, on se rend compte, on va vraiment se rendre compte comment c'est en train de shifter vraiment la narrative dans la musique hip-hop, et je dirais même un peu aussi dans la communauté afro-américaine, cet album-là. Cet album-là, Moral et Mr. Moral et Big Stepper, dont j'ai fait un sujet avec mon ami Sanzo qui sortira bientôt. Je ne sais pas si ça sortira avant ou après cette vidéo que je vous ferai. Mais cet album-là a eu énormément d'impact et ça me confirme sur un truc. Parce que quand je me rappelle à l'époque quand c'est sorti et que tout le monde était tombé dessus, bon bref, c'était toujours les wesh niggas qui faisaient leur délire là. Comme eux, surtout eux, quand ça ne boom pas, ça ne truc pas, ils ne prennent pas le temps de vraiment, ça prend digérer vraiment quelque chose qu'on les donne là et autres, et tout, surtout quand on les parle d'un album qui peut les mettre au stand inconfortable comme ça. Le temps est juge toujours de qualité. Le temps est toujours juge de qualité. Et ça, je parle même à ma jeune audience, parce que je me rends compte que j'ai une jeune audience et tout. Beaucoup de gens qui ont entre 19 et 21 ans, je remarquais ça me suivent beaucoup aussi. J'ai envie de dire à ma jeune audience que ne vous pressez pas à chercher toujours le buzz ou le truc et tout. Cherchez dans tous les autres trucs que vous ferez, tous les trucs que vous ferez, que vous entreprendrez à faire. Essayez toujours de voir si vous aurez de l'impact dans le temps, parce que c'est à la fin de la journée, derrière le succès, derrière tout ça, c'est pas la première fois que je répète ça, derrière tout le succès, derrière le truc, c'est l'impact dans le temps qui reste. Et la valeur d'une chose se mesure vraiment dans le temps. Et l'album Mr. Moral et Big Stepper montre encore l'effet de ça. Et on pourra dire, et c'est cet album là qui a eu énormément d'impact sur Tyler, the Creator. Parce que quand je l'ai suivi, j'ai directement pensé à l'interview qu'il avait donnée 2 ans plus tôt à Paris, le truc de Converse. Je me suis dit, il est sûrement en train de concevoir son album comme cet album-là. Non pas que c'est dans l'esthétique et dans la forme, elle est pareille, mais dans le fond, c'est véritablement un peu le même album. C'est véritablement le même album dans la mesure, dans les crédits, Tyler Okonma que Tyler, the Creator. Donc Tyler Okonma, ça l'a beaucoup marqué cet album, et l'a poussé aussi à beaucoup se livrer comme il s'est jamais livré. Je pense que je n'ai jamais entendu Tyler, the Creator tant se livrer que dans cet album-là. Dans cet album qui utilise aussi et qui prend comme narratrice sa mère, Bonnie Smith, que je n'avais jamais essayé de m'intéresser avant cet album-là, justement avant l'écoute de cet album-là. Bonnie Smith,
qui est la maman de Tyler, the Creator, qui est un peu la narratrice de l'album, c'est pour ça que je fais souvent le parallèle avec Mr. Moral. Dans Mr. Moral, ceux qui font ce rôle de narration, c'est Edka Todd et Whitney Alford, la femme de Kendrick, qui fait un peu la narration dans Mr. Moral et Big Stepper. Ici, là, c'est Bonnie Smith, la mère de Tyler, the Creator et tout, qui fait un peu la narration et qui parle justement un peu. Tyler se souvient un peu des conseils que sa mère lui donnait un peu quand elle était plus jeune et tout. Et c'est ces conseils-là qu'on voit au fur et à mesure qu'on passe une strate un peu des morceaux. Waouh, je pense avoir, bon, par rapport à ce qu'il nous montre, je pense avoir un peu mieux connu un peu le personnage et ce qui vit un peu dans sa vie et tout. Je pense que c'est un album qui va, je dirais pas que ça va pas plaire aux gens comme un peu ces autres trucs. Et je dois vous avouer que ça ne me fait pas le même effet que Igor. C'est-à-dire que comme Igor, comme Call Me If You Get Lost, c'est l'album de Tyler, the Creator, où je suis à la fin, je suis le plus introspectif. Et c'est fait vraiment exprès, parce que c'est vraiment, on est beaucoup dans l'introspection de sa vie, de ce qui lui arrive dans la vie. Il y a des morceaux qui m'ont beaucoup perturbé. Par exemple, Hey Jane, dont je mets, c'est le son qui cool, qui est un peu en fond là, qui tourne un peu là. Et Jane, où il parle beaucoup si je me trompe pas, de la relation qu'il a eue avec une femme. Et apparemment, c'est comme si il nous raconte qu'il a eu un enfant. En fait, c'est laissé ouvert. Peut-être qu'il a eu cette relation avec cette femme qui est beaucoup plus âgée que lui, et de cette relation, il sous-entend qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte et de ce que ça, comment on appelle ça, de ce que ça provoque, un peu chamboulement dans ta vie, parce que quand tu entends un enfant, c'est beaucoup de choses qui changent dans ta vie, et l'interprétation est laissée ouverte un peu. Peut-être qu'elle a avorté de cet enfant, peut-être qu'elle ne l'a pas. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait, elle a gardé cet enfant, mais en tout cas, il y a une scène un peu si vous vous rappelez, dans Paranoid et tout. Et ça, moi, je remercie mon ami Zanzo de me l'avoir passé, le moment où il partage le truc avec cette femme et ce bébé-là. Je me dis peut-être c'est la femme là avec l'enfant de Tyler, the Creator. Peut-être. On ne sait pas, parce qu'il a laissé un peu à l'interprétation ouverte, ou bien peut-être aussi c'est une histoire qu'il nous raconte comme ça, mais j'ai l'impression que c'est une histoire vraiment personnelle qu'il nous raconte. Bon, c'est tout des personnels, hein. Des personnels, et c'est une des histoires un peu qui m'a secoué un peu, parce que bon, pour ceux qui connaissent Tyler, the Creator, surtout si vous aviez vu son interview à DJ chez Funk Masterflex, c'est pas quelqu'un qui voulait vraiment avoir un enfant sur les pattes ou quelque chose comme ça. Quand tu connais le personnage, tu sais que ce n'est pas le truc. Et il y a un peu, c'est pour ça que le truc que j'ai vu dans la vidéo que je vous ai mis au début m'a montré un peu l'évolution un peu de l'individu par rapport à ça. Et ça fait partie des sons qui m'ont beaucoup marqué. Paranoid aussi, un autre morceau aussi qui m'a beaucoup plu, déjà comme vous l'avez vu à l'époque quand j'avais fait ma réaction. Le fait que ça soit samplé de Paul Gauzy, mais j'aime beaucoup aussi les métaphores un peu par rapport à la paranoïa un peu de la célébrité qui permet la célébrité qui fait que tu n'as plus de vie, tu vis un peu de manière paranoïaque, autre que tu es enfermé dans une bulle. D'où même la métaphore du personnage, de l'énième personnage qui s'est un peu créé pour nous raconter un peu la narrative et autres et tout. Après, Saint Baudelaire qui était dans Call Me If You Get Lost, il nous crée Saint Chroma, ce monde dans lequel il aime nous amener. Saint Chroma qui est un peu le personnage principal un peu de tout l'album qu'on va raconter. Et franchement, c'est un album qui est très très bien, mais que je pense que je vais l'apprécier encore peut-être 3 ans ou 4 ans après. C'est pas l'album que, pour l'instant, je dois l'avouer que je
Je trouve que c'est un très bel album, mais c'est pas l'album de Tyler, the Creator, qui me hype pour l'instant. Ça me hype pas. Je sais que c'est dans 3 ans, 4 ans que je suivrai cet album-là et que je l'apprécierai un peu mieux. Je l'apprécierai un peu mieux parce que je pense qu'il est un peu trop tôt. Ça prend du temps d'apprécier les albums comme ça. Ça prend du temps. Ça prend vraiment, 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 vraiment du temps parce que c'est véritablement un album très introspectif. Très introspectif. J'ai été marqué aussi Like Me sur Like Me m'a beaucoup marqué dans la mesure où quand dans Like Me la situation où sa mère raconte que son père voulait être dans sa vie et que c'est elle qui a fait que son père ne soit pas dans sa vie parce qu'elle voulait l'élever seule et tout. Ça m'a choqué parce que j'ai dit waouh. Ce que quand même la maman a fait là à son fils là, je trouve que c'est quand même chaud parce que si vous connaissez la carrière de Tyler, comment ça a eu un impact dans sa vie, ce truc de ne pas avoir ce père là et de savoir que c'est sa mère qui est tout. Il y avait même ce morceau là, si vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez de ce morceau là qui était dans Wolf. Ça s'appelait Answer. Où il insultait son père justement d'être comme ils disent là-bas, deadbeat dad, un parent, un père absent, un père qui lui a pas le truc, alors que tu te rends compte maintenant des années plus tard dans Like Me que c'est la mère qui avait voulu élever Tyler de Creator seul et que son père voulait être dans sa vie et tout. Et même encore mon ami Zanzu m'a fait remarquer que dans le son de l'un des derniers sons qui était dans Come If You Get Lost, tu pouvais voir déjà que le père et la mère de Tyler apparaissent dans le clip. Donc je pense qu'il y a une réconciliation un peu par rapport à ça. C'est pour ça que je le vois maintenant utiliser beaucoup plus son nom, Tyler Okonma, qui est le nom de son père. Okonma, c'est le nom de son père. Et voilà quoi, moi ça m'a beaucoup choqué hein, ce truc là, Like Me, parce que si vous connaissez la discographie du boy là, putain, son père en prenait cher, et c'est ça que j'ai souvent envie de dire avec... Bon, je ne vais pas me mêler de ces situations un peu sociétales, un peu sur les mères célibataires, chacun ce truc, mais parfois vous inventez des narratifs sur vos enfants qui font que après... vos enfants détestent le père alors qu'ils ne connaissent même pas véritablement la situation. C'est quand même terrible ce qu'elle a fait. Et pour ajouter un peu quelque chose, c'est très courant dans les communautés afro-américaines que les mères célibataires racontent souvent ce truc-là. C'est pas toutes les mères célibataires dont le père ne voulait pas faire partie de la vie. Je prends par exemple l'exemple de Tupac. Même la maman Afeni Lachako, elle avait menti à Tupac que oui, son père les avait abandonnés, nanani, c'est à 23 ans, 24 ans que Tupac se rend compte que son père n'est pas l'autre. Il l'avait jamais abandonné, qu'il ne savait même pas qu'il était vivant, qu'il ne savait même pas. C'est des trucs qui parfois me saoulent. Ça arrive tout le temps dans la communauté noire, ces conneries-là, la communauté afro-américaine. Bon, je ne peux pas la juger, mais waouh, waouh, il dit son fils a insulté ce papa là pendant des années dans les albums, si vous avez vu dans les albums et autres et tout, et bordel, tu vas s'en rendre compte que c'est la maman qui voulait pas que le gars là soit dans sa vie. Terrible. Moi cette partie là m'a beaucoup marqué quoi, j'ai été beaucoup marqué par cette partie là. Et globalement les productions sont variées, hein. Les productions sont variées autant dans, comment on appelle ça, autant un peu dans quelque chose qui est un peu catchy, mais beaucoup, of course, toujours l'influence un peu des productions
qui rappelle un peu les Neptunes, mais qui me rappelle les Neptunes. En fait, ça me rappelle les productions de Neptunes que tu pouvais entendre dans les sons introspectifs de NRD. Par exemple, quand je regarde les Darling I, Like Me et tout, ça me rappelle un peu les morceaux d'introspection un peu que tu pouvais voir dans NRD, par exemple, comment ça s'appelle? Les sons comme Provider. Et par exemple, comment ça s'appelle? Les sons comme Provider. Provider, ça raconte l'histoire un peu de quelqu'un qui va aller dans la guerre d'Irak ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Ou l'un des... Comment ça s'appelle là? C'est dans Fly or Die, le son là. C'est un magnifique son là. J'ai oublié le titre. Je vais ressortir le titre après. C'est dans Fly or Die et ça raconte. Surtout la deuxième partie. La deuxième partie de cette chanson raconte l'histoire d'un enfant qui, on se rend compte à la fin qu'il est mort et que c'est son fantôme qui essaie de rechercher sa mère et tout, alors que dans la fête il est mort. C'est magnifique ce morceau. J'ai oublié le titre, c'est dans Fly or Die, cet album, ce son-là. Et les productions un peu, la plupart des productions un peu que j'ai vu un peu dans Tyler, the Creator, les productions où il essaie de s'inspirer des NRD et de Neptune, c'était beaucoup des productions qui rappelaient un peu ces morceaux-là, je trouve. En tout cas, c'est ma perspective sur comment j'ai interprété un peu ce que j'ai écouté. Ça rappelait beaucoup les sons de NRD introspectifs et tout, et je me suis sûr que sûrement dans la conception de l'album, peut-être il réécoutait ces morceaux-là et essayer de ressortir le film, parce que j'ai eu le même feeling que quand j'écoutais ces sons, les sons de NRD de l'époque là, les gens, les Providers, j'oublie toujours ce son de, j'oublie le titre, je vais trouver le titre après, je vais ressortir le titre, un truc, ce même son qui était dans Fly or Die là et tout, c'était ça. Et voilà, globalement, voilà un peu ce que je voulais penser un peu de ce magnifique album là, ce magnifique album qui va prendre du temps à vraiment élaborer dans sa discographie. Je risque de le mettre après Igor dans sa discographie, parce que Igor pour moi reste son plus bel album. Où il grandit Locan et autres et tout ça, c'est son album le plus personnel. C'est un album le plus personnel et surtout son album où il se livre comme jamais. Et ça m'a permis un peu de mieux connaître qui est un peu Tyler Okonma, parce que c'est vrai que il s'est toujours un peu plus, bon, même ici il a toujours créé un personnage, mais il s'est toujours plus ou moins caché dans son univers et dans ses personnages qu'il a créés, la multitude de personnages qu'il a créés là que vous voyez là. Et là il se livre beaucoup plus sur sa vie et son truc, et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose qu'on voit beaucoup on voit des artistes afro se livrer comme ça. Je pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça que je trouve que, au risque de me répéter, Mr. Moral, comme disait un de mes amis Djibril, un des albums les plus importants de la communauté afro-américaine. Cet album-là. Kid Cudi, et il faut mettre à donner un honorable à Kid Cudi. Kid Cudi était le premier à faire des trucs comme ça. Kid Cudi avait fait ça à Man on Moon End of Day. Si vous n'avez pas vu mon sujet sur Man on Moon End of Day, je vais vous mettre le lien en description. Kid Cudi était le premier à avoir fait des trucs comme ça. Le premier afro-américain à tenter des trucs où il parlait justement de mental health. À l'époque, c'était même pas cool d'en parler, mais la communauté afro n'avait pas trop gravité par rapport à ça. C'était plutôt les enfants alternatifs, blancs, trucs. Certains noirs alternatifs et tout, mais les afros, la communauté afro n'avait pas gravité sur ça. Là, depuis Mr. Moral et depuis que Kendrick commence à avoir le vent, les gens reviennent sur Mr. Moral et les gens se rendent compte maintenant de l'importance de cet album-là. L'importance de cet album-là. Et tu peux le voir, l'influence qu'il a eu sur Chromacopia. Chromacopia est fortement influencé par cet album-là. Parce que pour avoir suivi Mr. Moral, il n'y a même pas encore 3 semaines pour faire la review que j'ai fait là avec Zanzu, que vous voyez apparaître sur votre écran là. Comment on appelle ça, le parallèle est saisissant.
Le parallèle est saisissant entre ces deux albums. Et j'espère que c'est un album que vous allez aussi apprécier et tout. Tyler Okonma devient déjà... c'est une icône hein, maintenant. Il est en train de devenir une sorte d'icône un peu. Hein, une icône qui a construit une belle carrière, une belle truc et qui a surtout montré une autre façon aux afros de s'exprimer. Et qu'on peut, c'est bon de s'exprimer et d'être comme il est là. Et ça, je trouve ça très beau. Toujours en étant excité de voir un peu qu'est-ce qu'il pourra apporter à la suite de sa carrière. Je pense qu'on va commencer à moins voir de musique par rapport à lui, parce que après un truc comme Chromacopia là, je vois pas trop là où il va aller. Il va prendre son temps sûrement. Mais cet album là, je vous le recommande, c'est un très bel album et un des albums les plus intéressants de 2024. Sûrement un album que j'apprécierai encore 3 fois plus dans 3 ans, 4 ans, parce que ça c'est le genre de truc que je vais revenir encore peut-être dans 2 ans si on me donne vie à réécouter ça. Mais franchement, très bel album de 2024. Si vous ne l'avez pas encore suivi, n'hésitez pas à le suivre, n'hésitez pas à l'écouter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.